Chapitre 8 du livre Mélange au pluriel de René Guénon, ISBN 207072062-4. La science, c'est le dernier chapitre, la science profane devant les doctrines traditionnelles. Je pense que c'est un chapitre exceptionnel qui résume bien des choses. Bien que nous n'ayons souvent précisé qu'elle devait être normalement vis-à-vis de la science profane l'attitude que quiconque représente ou plus simplement expose une doctrine traditionnelle quelle qu'elle soit, il semble, d'après certaines réflexions dont on nous a fait part de divers côtés en ces derniers temps, que tous ne l'aient pas encore parfaitement compris. Nous devons d'ailleurs reconnaître qu'il y a à cela une excuse, c'est que l'attitude dont il s'agit est difficilement concevable pour ceux qui sont plus ou moins affectés par l'esprit moderne, c'est-à-dire pour l'immense majorité de nos contemporains, du moins dans le monde occidental. Rares sont ceux qui réussissent à se débarrasser entièrement des préjugés qui sont inhérents à cet esprit, et qui leur ont été imposés par l'éducation qu'ils ont reçue et par le milieu même où ils vivent. Or, parmi ces préjugés, un des plus forts est certainement la croyance à la valeur de la science moderne, qui est en réalité la même chose que la science profane. De là résulte inévitablement chez beaucoup une sorte de volonté plus ou moins inconsciente de ne pas admettre que les résultats réels ou supposés de cette science soient quelque chose dont on puisse ne tenir aucun compte. Nous rappellerons tout d'abord que dans quelque ordre que ce soit, c'est le point de vue profane lui-même qui est illégitime comme tel, et ce point de vue consiste essentiellement à envisager les choses sans les rattacher à aucun principe transcendant, et comme si elles étaient indépendantes de tout principe, qu'il ignore purement et simplement quand il ne va pas jusqu'à le nier d'une façon plus ou moins explicite. Cette définition est également applicable au domaine de l'action et à celui de la connaissance. Dans ce dernier, il est bien évident que tel est le cas de la science moderne tout entière, et par conséquent, celle-ci n'a aucun droit à être considérée comme une véritable connaissance, puisque même s'il lui arrive d'énoncer des choses qui soient vraies, la façon dont elle est présente n'en est pas moins illégitime, et elle est en tout cas incapable de donner la raison de leur vérité, qui ne peut résider que dans leur dépendance à l'égard des principes. Il est d'ailleurs bien entendu que, dès lors que nous parlons de connaissance, ceci ne concerne pas les applications pratiques auxquelles cette science peut donner lieu. Ces applications, en effet, sont tout à fait indépendantes de la valeur de la science comme telle, et par conséquent, elles ne nous intéressent pas ici. Du reste, les savants eux-mêmes reconnaissent assez volontiers qu'ils utilisent des forces dont ils ignorent complètement la nature. Cette ignorance est sans doute pour beaucoup dans les caractères dangereux que ces applications présentent trop souvent, mais c'est là une autre question sur laquelle nous n'avons pas insisté actuellement. On pourrait se demander si malgré tout, une telle science ne peut en être légitimée en rétablissant pour la part de vérité qu'elle peut contenir dans un ordre relatif le lien avec les principes qui seuls permettraient de comprendre effectivement cette vérité comme telle. Assurément, cela n'est pas impossible dans certains cas, mais alors ce n'est plus la même science qu'il s'agirait en réalité, puisque cela impliquerait un changement complet de point de vue, et que par là même un point de vue traditionnel serait substitué au point de vue profane. Il ne faut pas oublier qu'une science ne se définit pas uniquement par son objet, mais aussi par le point de vue sous lequel elle le considère. S'il en est ainsi, ce qui pourrait être conservé devrait être soigneusement distingué de ce qui serait au contraire à éliminer. C'est-à-dire que toutes les conceptions fausses auxquelles l'ignorance des principes n'a permis que trop facilement de s'introduire, et la formulation même des vérités aurait le plus souvent besoin d'être rectifiée, car elle est presque toujours influencée plus ou moins gravement par ces conceptions fausses auxquelles les vérités en question se trouvent associées dans la science profane. Nous avons nous-mêmes dans un de nos ouvrages donné à ce sujet quelques indications en ce qui concerne certaines parties des mathématiques modernes. Et qu'on ne vienne pas dire que dans un cas comme celui-là, la rectification de la terminologie n'aurait que peu d'importance au fond, voire même qu'elle ne mériterait pas l'effort qu'elle exigerait, sous prétexte que les mathématiciens eux-mêmes ne sont pas dupes des absurdités impliquées dans le langage qu'ils emploient. D'abord, un langage erroné suppose toujours forcément quelque confusion dans la pensée même. Et il est plus grave qu'on ne pourrait le croire de s'obstiner à ne pas vouloir dissiper cette confusion et à la traiter comme une chose négligeable ou indifférente. Ensuite, même si les mathématiciens professionnels ont fini par s'apercevoir de la fausseté de certaines idées, il n'en est pas moins vrai qu'en continuant à employer des façons de parler qui reflètent ces mêmes idées fausses, ils contribuent à répandre celles-ci ou les entretenir chez tous ceux qui reçoivent leur enseignement dans une mesure quelconque, directement ou indirectement, et qui n'ont pas la possibilité d'examiner les choses d'aussi près qu'eux. Enfin, et ceci est encore plus important, le fait de se servir d'une terminologie à laquelle on n'attache plus aucune signification plausible
n'est pas autre chose qu'une des manifestations de la tendance de plus en plus accentuée de la science actuelle à se réduire à un conventionnalisme vide de sens, tendance qui est elle-même caractéristique de la phase de dissolution succédant à celle de solidification dans les dernières périodes du cycle. Et il s'agit ici du cycle du mont Vantara. Donc, il parle du Kali Yuga. Il serait vraiment curieux, et d'ailleurs bien digne d'une époque de désordre intellectuel comme la nôtre, que certains, en voulant montrer que les objections que nous avons formulées contre la science ne sont pas réellement applicables en ce qui les concerne, mettent précisément en avant un argument qui ne fait au contraire qu'y apporter une confirmation encore plus complète. Donc là, je vais sauter au dernier paragraphe qui nous intéresse. Et pour finir, donc, maintenant, il est encore un point qu'il nous faut bien préciser pour éviter tout malentendu. Il ne faudrait certes pas penser que celui qui entend se maintenir dans une attitude rigoureusement traditionnelle doit dès lors s'interdire de jamais parler des théories de la science profane. Il peut et doit au contraire, quand il y a lieu, en dénoncer les erreurs et les dangers, et cela surtout lorsqu'il s'y trouve des affirmations allant nettement à l'encontre des données de la tradition. Mais il devra le faire toujours de telle façon que cela ne constitue aucunement une discussion d'égal à égal, entre guillemets, qui n'est possible qu'à la condition de se placer soi-même sur le terrain profane. En effet, ce dont il s'agit réellement en pareil cas, c'est un jugement formulé au nom d'une autorité supérieure, celle de la doctrine traditionnelle, car il est bien entendu que c'est cette doctrine seule qui compte ici et que les individualités qui l'expriment n'ont pas la moindre importance en elles-mêmes. Or, on n'a jamais osé prétendre, autant que nous sachions, qu'un jugement pouvait être assimilé à une discussion, à une polémique. Si, par un parti pris dû à l'incompréhension et dont la mauvaise foi n'est malheureusement pas toujours absente, ceux qui méconnaissent l'autorité de la tradition prétendent voir de la polémique là où il n'y en a pas l'ombre, il n'y a évidemment aucun moyen de les en empêcher. Pas plus qu'on ne peut empêcher un ignorant ou un sot de prendre les doctrines traditionnelles pour de la philosophie. Mais cela ne vaut même pas qu'on y prête la moindre attention. Du moins, tous ceux qui comprennent ce qu'est la tradition et qui sont les seuls dont la vie importe, sauront-ils parfaitement à quoi s'en tenir. Et quant à nous, s'il est des profanes qui voudraient nous entraîner à discuter avec eux, nous les avertissons une fois pour toutes que comme nous ne saurions consentir à descendre à leur niveau, ni à nous placer à leur point de vue, leurs efforts tomberont toujours dans le vide. Donc ceci est très 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 important, à mon avis, parce que c'est un résumé, donc de toute façon c'est la conclusion du livre, c'est un résumé de ce que pourrait être une hiérarchie des choses, une chronologie, c'est un ordre. Donc la vertu ne peut être au même niveau que le vice, et le vil et l'impur. Donc, et là René Guénon l'explique assez clairement, on ne peut se positionner au même niveau que quelqu'un qui va nier par exemple l'existence divine, prétextant qu'il y a trop d'injustice sur terre. Enfin, on n'est pas au même niveau, c'est pas possible. Donc franchement, je conseille vraiment de lire à tête reposée, doucement, pour relire les phrases, pour bien approfondir ces passages exceptionnels. Il y a d'autres chapitres aussi riches, aussi vraiment troublants, et ne pas hésiter vraiment à l'acheter, parce qu'au début c'est barbant, c'est complexe, on croirait que c'est complexe, mais c'est franchement très 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 simple. Il y a une côté de pédagogie didactique et une côté professionnel c'est de l'enseignement pur. Ça va droit au but, c'est simplifié au maximum, et ça parle pourtant de choses d'apparence très complexes. Vous pourrez trouver d'autres discours, notamment, par exemple, je vais vous donner un exemple très bête là, et j'ai pas envie de citer son nom pendant cet enregistrement, parce que il va salir cet enregistrement, mais c'est un pseudo-philosophe sioniste abruti fini,
Finky le clown, quoi, qui pourrait parler pendant des heures du vide, de rien du tout, en utilisant des pseudo-termes intelligents avec des néologismes toutes les 3 secondes, alors que et tout ça pour brasser du vent, alors que là on a du Guénon qui nous parle de choses extrêmement complexes en les simplifiant un maximum. Et c'est là sa force et l'intérêt de le lire. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie, malgré une lecture assez rapide pour essayer d'en dire le plus en 20 minutes. Donc, mais bon, ça vous donnera peut-être envie de le lire et de faire l'effort. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire, mais c'est extrêmement grave. On ne peut pas se permettre ce luxe, parce qu'autrement, on ne peut que récolter des informations fausses ou récolter aucune information. Donc il faut absolument lire.